Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur im.media, im.media, hym.media, le média internet, l'émission Quantique Planète, où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Trub. Nicolas, bonjour. Bonjour. Tu es l'auteur d'un livre, entre autres, mais pas seulement. Tu as écrit ce livre, Ma retraite à 29 ans, un précis de création d'entreprise à l'usage du salarié. C'est aux éditions Michalon. Alors aujourd'hui, tu as quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 47 ans. 47 ans. Donc, pourquoi ce titre, Ma retraite à 29 ans ? Alors, je commence en fait le livre comme ça pour constater, pour redéfinir qu'est-ce qu'une retraite. La retraite, c'est le moment où on quitte son patron. C'est le moment où on consacre sa vie à ce qu'on a toujours voulu faire. Et puis, c'est aussi le moment où on va gagner un peu moins d'argent. C'est la réalité du système des retraites. Or, pourquoi à 29 ans ? À 29 ans, j'ai quitté mon patron, j'ai consacré ma vie à ce que j'aimais vraiment faire, et puis j'ai gagné moins d'argent. Donc j'ai pris ma retraite, mais avant ce qu'on appelle l'âge de la retraite en Occident. Donc pour toi, dès le moment où tu es devenu ton propre patron, tu as considéré que tu accédais enfin à du temps libre, à faire ce que tu aimais. Voilà, au statut de retraité, retraité actif. Aujourd'hui, ils le sont tous, de toute façon, les fameux seniors, et de consacrer le reste de ma vie à ce qui m'intéressait vraiment. Donc cette retraite commence le 1er septembre 1997, oui. À 29 ans. Mine de rien, quand toi qui as fait des études d'ingénieur, développeur, tu as travaillé apparemment pour France Télécom ? C'est un fournisseur de France Télécom. D'accord. C'est une association entre Matra et Ericsson. Et donc on fournissait France Télécom en exclusivité. C'est-à-dire qu'on avait c'était 99% de notre clientèle. Ouais. Et donc on savait 3 ans avant combien on allait lui vendre d'ailleurs. Tu y es resté 3 ans et demi. J'y suis resté 3 ans et demi. Alors en fait, au bout de 3 heures et demie passées chez eux, je me suis dit, il faut que je parte. C'est pas possible d'avoir fait toutes ces études, tout ce parcours pour arriver à ce job-là. Et puis en fait, il m'a fallu 3 ans et demi pour concrétiser ce départ qui a consisté en étudier le design industriel en particulier, créer mes propres produits, lancer mon entreprise, commencer à vendre pour pouvoir prétendre voler de mes propres ailes. Alors, figure-toi que je souhaiterais, avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, dire un mot aux internautes. Il est vrai que c'est rare si j'ai l'habitude d'aborder une thématique comme celui d'être créateur d'entreprise. Et pourquoi ce livre ? Et ça a été un coup de cœur suite à une invitation à le lire de la part de quelqu'un qui m'est proche. Et vous allez voir à travers ce livre, j'espère pouvoir vous transmettre ça en tout cas, l'humour qu'il y a, déjà d'une part en lisant certains extraits, mais aussi et surtout de voir à quel point être entrepreneur aujourd'hui, c'est être révolutionnaire. Et c'est aussi une manière de pouvoir retrouver ou retourner à cette autonomie et cette responsabilité, notre pouvoir que l'on a eu l'occasion de transmettre auprès de nos professeurs, auprès de ceux qui sont des têtes pensantes, que ce soit le pouvoir politique ou autre. Voilà, une manière de révolutionner réellement l'avenir sans passer par une révolution qui pourrait être sanglante. Eh bien, c'est un des moyens, c'est d'être entrepreneur. Et c'est parce que finalement, tu avais une colère apparemment sourde, c'est ce que ça transpire, j'allais dire, dans ton livre, absolument, que tu as décidé de le faire. Bien sûr, je m'en voulais déjà à moi de me trouver dans cette situation. Bon, 1994, c'est le moment où je rentre dans cette entreprise. 1997, c'est le moment où je la quitte. Quand je suis arrivé, c'était la crise. Les télécoms n'avaient pas encore pris l'envolée que l'on sait. Il prendra à partir de 98 d'ailleurs. Et donc, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? C'est des moments très importants dans la vie. Apparemment, assez rapidement en plus. Ouais, assez vite. Je dis, mais non, mais c'est pas du tout le plan. C'est la fameuse chanson Tu la voyais pas comme ça ta vie. Alain Souchon. Alain Souchon, ouais, le Bagat de Lambiway. Et donc, ça a été immédiat. En plus, pour la petite histoire, je suis arrivé dans une entreprise en grève. Alors, j'arrive
un peu gêné, la responsable du personnel me dit oui, en ce moment c'est un peu particulier parce qu'il y a une grève de 15 jours. Alors je dis qui fait la grève? Le personnel technique? Non, les ingénieurs font la grève. C'est-à-dire que la catégorie que j'allais intégrer était en grève. Ils demandaient évidemment plus d'argent. Et ça m'avait choqué parce que je trouvais qu'on était assez bien payé. D'ailleurs, j'ai mis des années à trouver des mois où je me paierais autant que dès le premier mois dans cette entreprise. Et j'ai trouvé que c'était assez significatif que des gens formés, éduqués, de bon niveau socioculturel puissent finalement avoir à demander une augmentation. J'ai toujours trouvé ce phénomène extrêmement bizarre de demander une augmentation. Par rapport à ces cadres Oui, c'est ça qui était quand même assez bien payé pour des horaires raisonnables, d'une certaine façon privilégiés. J'ai senti aussi une certaine forme de désespérance, que le travail qu'ils faisaient ne leur apportait pas assez de satisfaction. Et donc, ils se trouvaient obligés de demander une augmentation parce qu'ils ne savaient pas trop quoi demander d'autre. J'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu, avant que tu commences à travailler dans cette entreprise, ton état d'esprit pendant que tu étais en train de faire tes études supérieures. Oui. Qu'est-ce que tu te disais que tu ferais après tes études? Comment tu te voyais évoluer au sein du monde du travail? Et si je te pose cette question, c'est qu'à un moment donné, dans le livre, tu reprends une des phrases, je ne sais plus si c'est de ton père ou de ton oncle, qui dit, écoute, pour l'instant, continue tes études, tu feras ce que tu veux une fois que tu auras fini celle-ci. C'est bien cette formule-là. C'est de dire la grande promesse des parents à leurs enfants pour qu'ils ne décrochent pas de leurs études, c'est fais de bonnes études et après tu feras ce que tu voudras. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait de bonnes études. Ça n'a pas été facile de les mener à leur terme. Mais quand en revanche, ce qui a fait la différence, c'est que on suis vraiment servi pour faire ce que je voulais. Et souvent, on oublie cette deuxième partie. On tient la promesse à ses parents de faire de bonnes études, mais est-ce que le biscuit qu'on vous propose, est-ce qu'on va le chercher? C'est souvent ce qui fait défaut, parce qu'on s'embarque dans une vie assez confortable. Moi, je vois bien ce qui aurait pu se passer à des moments. Je me dis, mais comment? Je suis parti le 1er septembre 1997. Qu'est-ce qui se passe 4 mois plus tard, le 1er janvier 1998? Les télécoms sont libéralisés, le marché des télécoms explose, passe par la bulle Internet, les opérateurs deviennent surpuissants. Il est évident que je n'aurais pas réatterri, si j'ose dire, avant 2007-2008. 2008, j'aurais eu mes 40 ans. Les affaires auraient été un peu moins bonnes. Qu'est-ce que je serais devenu? Parce que l'énergie et la rage qu'on a, en l'occurrence à 29 ans, pour se lancer dans cette histoire de dingue, de quitter un job bien payé pour créer sa propre affaire, est-ce que je l'aurais eu? Je ne sais pas, parce que je serais aussi rentré dans un mode de vie. C'est pas que du travail. C'est aussi des habitudes, une structuration de la dépense. Ah ouais. Une structuration. On rentre dans un niveau de vie un peu abstrait, où la valeur des choses change. Je peux donner une anecdote très rapide. Il y a 2 jours, j'ai aidé un copain à démonter son stand, parce que j'avais aidé. Et puis, il gère une très belle marque de pommes de terre. Et parce que, en complément de la prestation, il m'a dit, tiens, prends, voilà 10 kilos de pommes de terre. J'étais super content. J'ai 47 ans, on me file 10 kilos de patates, je suis super content. Voilà. Eh bien, il est évident que si j'étais resté dans ce travail de salarié abstrait, où l'argent n'a plus cette même valeur, 10 kilos de patates, non merci, t'es sympa, mais j'irai les acheter demain matin au Monop. Mmh. Donc c'est cette valeur de la... J'étais fier de moi qu'on me file à 47 ans, on me file 10 kilos de patates, je suis super content.
Ouais. Et ça, j'ai réalisé que j'étais en train d'être content qu'on me file 10 kilos de patates pour quelques heures de boulot, et c'était génial. Dans ton livre, tu mets en perspective, parce qu'aujourd'hui tu enseignes, on aura l'occasion d'y Oui, revenir. oui. Euh, Tu parles des formations justement à être entrepreneur, la trappe Nigo de première. Oui. Et en même temps, tu mets en avant que tu as eu l'occasion, et tu as encore l'occasion, de rencontrer des personnes qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont été mis à la porte, qui se retrouvent complètement largués par rapport à l'énergie qu'ils ont pu mettre à travailler pour une grande entreprise, Oui, une société, ils ont été cadres, ils ont eu un train de vie, etc. Et ils se sentent complètement démunis par rapport à ça. Et quand tu les reçois, entre guillemets, la première chose que tu fais, c'est de sabrer, j'allais dire, toutes leurs illusions. Et de ce que ça implique de rentrer dans ce chemin vers la liberté. Parce que pour toi, c'est vraiment ça. Hein. Oui. Alors, c'est assez dur, hein, ces dialogues. Hein, avec T'es pas tendre, mais en même temps, c'est un peu d'humour noir dans ton livre. Hein. Voilà, oui, c'est mon truc. Je vois des gens qui ont 40-50 ans, qui sont ce qu'on peut appeler d'honnêtes travailleurs. Et voilà, qui se retrouvent sans perspective professionnelle, qui ont une petite idée d'un truc qu'ils pourraient faire. Et là, s'ils vivent dans une abstraction de ce que c'est qu'une entreprise, du coût de l'argent, parce qu'il y a bien une chose dont on ne se rend pas compte quand on est salarié, c'est d'où vient cet argent qu'on me donne en fin de mois. Et je suis d'autant plus bien placé pour le dire que, étant salarié pendant 3 ans et demi, il y a bien des années où je pense que j'ai coûté beaucoup plus à l'entreprise que j'ai rapporté. Hein. Je ne m'encense pas en tant que ma carrière de salarié était relativement lamentable, hein, faut bien le dire, par certains aspects. Donc, oui, il faut leur parler un peu de la réalité, que c'est difficile. C'est pas parce qu'ils ont été d'honnêtes consommateurs qu'ils seront de bons producteurs. Hein, les gens pensent que c'est aussi facile de vendre que d'acheter à un moment. Ah bon? Oui, ils ont cette idée que, ben oui, moi je vais dans les magasins, j'achète. Donc quand je vais du côté du vendeur, les gens vont m'acheter. Enfin, c'est normal. Or, le flux de l'argent du vendeur vers l'acheteur n'est pas réversible en fait, n'est pas tout à fait réversible. C'est un autre paradigme. Oui, et d'ailleurs, vous allez acheter une paire de chaussures. Si vous revenez, la personne est contente de vendre ses chaussures. Si vous leur ramenez le lendemain en demandant l'argent, il va être moins content. Enfin, vous voyez, c'est pas tout à fait. La paire de chaussures ne vaut pas exactement. Il se passe quelque chose. Il y a une espèce de dépréciation qui est la logique de l'achat et de la vente. Et donc, oui, c'est plus dur de vendre que d'acheter. Alors, j'aimerais saisir quelque chose. 29 ans, sans compter que tu as essayé quelques années avant 97, en 95, de créer ta première boîte. Voilà, c'était ce que j'ai fait. Hein, c'était en fait en 95, c'est-à-dire un an après que j'ai rentré dans cette grosse entreprise. Je crée mon entreprise, donc maintenant c'était il y a 21 ans. Et donc je la fais grandir, et au moment où j'arrive en 97, je dis ben voilà, il faut que je choisisse. Hein, j'ai cette entreprise que je fais vivre le week-end et pendant les vacances, et sur l'ancêtre des RTT. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je m'y mets à temps plein? Alors justement, ton entreprise, Oui. ta petite entreprise, Oui. s'appelle Stylic Force. Oui. Elle a été créée avec un capital de 50 000 francs à l'époque. Oui. C'est une SARL. C'est un point d'honneur que tu mets. Tu considères que tu es créateur d'une entreprise low-tech. Oui. Alors ça, j'aimerais que tu puisses sûr. nous définir un petit peu ça, et notamment dans le design. Tu exportes aujourd'hui vers 15 pays, Oui. et 50% de ta production se fait vers ces pays en question. Vers l'étranger, oui. Ouais. Oui. Alors, c'est quoi cette histoire de basse technologie? Ça réfère à une vieille conversation que j'avais eue avec mon père dans les années 80, où moi je privilégiais à la fois, c'est très, très paradoxal, c'est qu'en 1983, j'ai eu mon premier micro-ordinateur, et un an plus tard, j'arrivais à vendre mon premier logiciel à un journal, à la grande époque de la micro-informatique.
Et puis j'ai fait une entreprise, j'ai fait une école de très haute technologie qui l'est toujours. Et en fait, ce qui m'a passionné, paradoxalement, c'est de dire bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire des choses qui intéressent les gens sans y mettre de technologie, en y mettant de la science, bien sûr, hein, mais en faisant plus des objets et moins des machines. Et ça, je trouve que c'est un jeu très très intéressant. Il y a une tendance qui s'est développée en Inde, et d'ailleurs le mot est indien, qui s'appelle Jugaad. C'est le bricolage qui marche bien. Hein, on en voit en Inde, ils se font des tongs avec des bouteilles de badois, enfin voilà. Y compris des réfrigérateurs qui leur coûtent 3 euros à faire et puis qui ne tombent jamais en panne. Moi, je pense que le développement durable, et je ne suis pas fanatique de ce terme, parce qu'il a été, hélas, un peu vidé de son sens. C'est intéressant en théorie, mais c'est beaucoup mieux en pratique. Et je trouve que une option intéressante pour préserver les ressources naturelles, c'est d'enlever de la technologie et donc de la panne, hein, parce que chaque fois que vous rajoutez une couche de circuit électronique, vous rajoutez une espérance de vie défavorable. À un moment ou à un autre, ça a eu marché, mais ça ne marche plus. Donc j'ai voulu travailler dans ce texte parce que c'est ma vraie nature. J'ai à la fois, peut-être un peu schizophrène, une grande fascination pour la technique et le parcours considérable qu'ont fait toutes les machines à base de semi-conducteurs depuis en gros les années 60. Et en même temps, je considère, c'est peut-être la tradition française qui vient un peu avec Bernanos, qui combat la machine, de dire que on va ne se sentir bien que dans des choses moins machinales, moins artificielles, qui vous donnent un rapport direct avec les choses. Je crois que c'est vraiment une question de confort. En tout cas, c'est un jeu qui m'intéresse d'abord parce qu'il n'intéresse personne. Or, une de mes définitions de l'entrepreneur, c'est pas celui qui crée son entreprise ou qui veut gagner de l'argent par lui-même. C'est déjà quelqu'un qui s'intéresse à ce qui n'intéresse personne. Les trucs qui sont au bord du chemin, le vieux sujet, c'est passionnant. Et je trouve que c'est toujours très très glorieux d'aller là où personne n'a trop envie, où c'est pas la mode, quoi. Il va là où c'est pas la mode. Celui qui va là où c'est la mode, c'est différent, c'est ce que j'appelle l'homme d'affaires. J'oppose les deux figures de l'homme d'affaires à qui dit il y a du business à se faire. Voilà. Il est en 2013, il ouvre un magasin de cigarettes électroniques. En 2015, il fait de l'aquabiking. Voilà. Et puis tous les 2 ans, il change de truc. Ouais, il vague sur la tendance. Voilà, il vague sur la tendance. Mais moi, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte. On ne peut pas non plus leur jeter la pierre. Ce sont des gens qui veulent gagner leur vie. Mais enfin, c'est quand même pas c'est pas mon affaire. Ouais, on y reviendra parce que ça touche en même temps tout ce qui a trait à la morale, l'éthique, bien sûr, et sur notamment l'économie de marché qui pour toi est importante. Et on y reviendra d'ici quelques instants. Ce que j'aimerais saisir, vois-tu, c'est comment on peut, on va dire, 27 ans, 26 ans, là en l'occurrence pour toi vraiment 29 ans où tu décides de te lancer dans le vide, alors que toute ta vie est limite tracée, c'est-à-dire qu'un salaire plus que confortable, donc un ingénieur, une place qui est assise, avec l'occasion de surfer sur toutes les nouvelles technologies qui arriveraient et qui se développeraient dans l'avenir, l'occasion d'avoir, on va dire, des horaires bien définis, 35 heures ou plus, enfin bref, et construire une vie de famille, etc. Bref, d'avoir quelque chose qui pourrait être pour bon nombre de personnes, parce que quand je dis ça, je vois tous ceux qui courent après le CDI, tous ceux qui courent après la sécurité de l'emploi, que ce soit dans le domaine privé ou public. Et le CDI tend à disparaître, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, privé ou public. Donc j'aimerais saisir qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour que tu puisses te dire
non, ça va pas. Et quand je dis ça, tu as mentionné que effectivement, tu es arrivé dans la boîte, ils étaient en grève, les cadres. Oui. Ok, mais on a le droit de ne pas être content et de vouloir arranger ces conditions de travail, quelles qu'elles soient, à la rigueur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies, j'allais dire, cette envie au point de te lancer dans quelque chose qui est improbable? Parce que là, tu fais référence en plus à ton père dans le livre, avec des belles paroles, et pourtant, lui n'a pas eu l'occasion de franchir le pas, de sauter le pas, alors qu'il a travaillé dans le milieu pétrolier, me semble-t-il. Oui, c'est ça, oui. Et qu'il avait, ingénieur, il avait un hobby quand il rentrait de son temps libre. Bien sûr. Il vivait, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais il vivait de façon alternée entre les hobbies et ses revenus. Et l'idée de les faire fusionner ne lui est pas venue, lui est pas venue en conscience ou à l'esprit. Et pourquoi? Parce que l'époque a voulu ça. Oui, les 30 après-guerre, Glorieuses, c'était vraiment, ça boomait, quoi. Ça boomait. On s'achèterait une voiture. Moi, j'ai connu tout. Dans l'ordre, la première voiture, la télé, la télécouleur, la deuxième voiture, le magnétoscope, voilà. Donc, j'ai connu tous ces... et les sports d'hiver chaque année. Donc, alors, une des réponses, c'est que je suis, honnêtement, issu d'un milieu assez privilégié de la bourgeoisie traditionnelle française où on travaille. Mes arrière-grands-parents étaient officiers, puis après, ils sont devenus hauts fonctionnaires, et puis après, la génération suivante, ils étaient tous ingénieurs, quoi, en gros. Et donc, c'était à la fois un privilège, et à la fois, j'ai voulu créer une rupture, parce que cette histoire-là, je la connaissais, et vivre la vie exacte de la génération présente ne m'intéressait pas. Adopter ces valeurs, on peut toujours discuter, ça m'intéresse. Mais copier sa façon de gagner sa vie, ça m'intéressait moins. Et surtout, je considère que unifier tout ça, c'est-à-dire unifier son travail, le travail qui rapporte et le travail qui vous fait plaisir et votre hobby, j'ai vraiment considéré que c'était le gros truc. Je ne sais pas si je suis assez encore, parce que j'ai encore réfléchi à ça depuis le livre, mais j'y repense et je crois que c'est vraiment l'histoire. C'est comment aligner ces deux choses-là. C'est pas tout à fait normal d'avoir 11 mois d'un travail qui ne nous plaît pas, et puis voilà, on va faire le 6 jours 7 nuits au club en Tunisie. Cette espèce de vie de la compensation, moi, ça m'intéresse, de la prothèse en fait. C'est que les vacances viennent. Je ne suis pas fanatique de ce concept de temps libre. Pour le temps libre, je considère que tout moment doit être un moment de production, mais au sens noble du terme, pas d'aliénation. Ça doit être un moment de découverte. Moi, pendant les vacances que je passe, j'observe beaucoup les choses qui se présentent. C'est-à-dire que les doper en éventail sur une plage au bout du monde. Voilà, c'est pas possible. Ça va pas être possible. J'ai besoin d'observer les choses. Et le week-end où je passerai à courir après les hobbies, ça m'intéresse moins, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de concevoir des choses et d'inventer des choses. Et ça, je le fais quand même, quand même 6 jours sur 7. Et donc, le dimanche, je vais plutôt lire, mais je ne vais pas me lancer, ni d'aller faire un triathlon, je ne sais pas où. Non, c'est les jours, mes jours de travail sont pleines, charnues, complètes, très variées, très variées dans une journée. Le matin, je peux enseigner, à midi, je fais une livraison avec mon scooter, et puis l'après-midi, je peux être en interview, par exemple. Donc, c'est cette espèce de variété, de respiration, de pluridisciplinarité que je trouve absolument passionnante. Et c'est cette recherche d'alignement entre le travail et le loisir, et de faire converger ça. Ouais.
C'est vraiment Ouais, passionnant. c'est ce que tu dis, l'entrepreneur est un jouisseur. Oui, Et oui, oui, et il y a cette idée en même temps que le fait d'entreprendre règle beaucoup de choses, et c'est les différents points du livre oui, oui, oui. dans lesquels on va rentrer en Mm. profondeur. C'est notre rapport à l'argent, notre rapport au pouvoir, donc à l'ego bien évidemment, et à ce qui est essentiel finalement, et de pouvoir jouir de ça sans nous enfermer dans un quotidien qui tue. Et c'est vraiment là-dedans. D'ailleurs, ton introduction, elle est très brute de décoffrage. Hein. J'ai donc pris ma retraite le 1er septembre 97. J'avais 29 ans. Beaucoup de mes collègues de la grande entreprise étaient encore dans la torpeur des vacances, ce qui m'a permis de me dispenser d'organiser un pot de départ. En 3 ans et demi de vie d'ingénieur développeur pas du tout modèle, j'avais subi quelques-uns de ces rituels sordides. Il se passait dans une salle sinistre fournie par le comité d'entreprise où le mousseux tiède coulait à flot dans des verres en plastique, venant hydrater des cacahuètes trop salées dans la déprime générale du vendredi soir, car, après le week-end qui s'annonçait, il y aurait un lundi et tout recommencerait. Le clou du buffet était parfois un pain surprise mal décongelé, significatif contresens que cette dénomination, puisque tout le monde sait ce qu'il y a dedans. Voilà, je m'arrête, mais même l'histoire du pot de départ, pour toi, ça rime à rien, c'est du grand n'importe quoi, c'est sûr. C'était surtout surfait. là, chez moi, le diable est dans les détails. Mais j'ai trouvé que cette espèce de rituel terrible où les gens sont là à traîner un peu leur déprime. Ce qu'on y boit, ce qu'on y mange est quand même de qualité très très dégradée, il me semble. Tout ça, c'est très triste, quoi, et c'est très ennuyeux. Euh, D'autant qu'il y en avait, ça avait tendance être assez régulier. Ouais, c'était au point d'ailleurs que le chef du personnel s'en était ému, il avait essayé de limiter les créneaux horaires des pots de départ, ça finissait dans une espèce de beuverie, mais même pas de l'alcool gay, de l'alcool triste, quoi. C'était vraiment un problème de qualité de la vie. Moi, ça m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de la vie. On parle beaucoup de qualité de vie, oui. Je développe bien. Qualité de la vie. Est-ce qu'on passe des vrais moments consentis avec les gens avec qui on travaille? Ça, c'est vraiment du bonheur, quoi, quand vous arrivez à vraiment à ce que ça roule, à ce que ça fonctionne. J'ai, pour ma part, on m'a, par exemple, après avoir fait mon service national, des certains membres de la famille qui m'ont encouragé parce que garantie de l'emploi, sécurité, pas de problème. Mais à l'idée, alors être salarié, bon, dans le privé, passe encore. Mais d'être son propre patron, tu parlais de ton père et de cette génération, pour qui, quelque part, entreprendre avec toutes les images d'Épinal sur les problèmes avec les impôts, l'URSSAF, les cotisations, la TVA en fonction des statuts, bref, quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire que dans l'idée de se lancer dans la réalisation d'un rêve, d'un projet, dans ce souhait, ce désir qu'on pourrait avoir à vouloir être libre, eh bien derrière, il y a ces épées de Damoclès un peu qui sont là et qui, grosso modo, nous dit tu peux essayer, mais si jamais tu ne serait-ce que dérapes, on va pas te louper au passage. Oui, oui, oui. Et c'est ce qui calme bon nombre de personnes aussi. Bien sûr, bien sûr. Bon, la complexité administrative est un fait. Bon, les charges sont un fait. Cela dit, tout ça est aussi dominé par la complexité de trouver des gens qui vont acheter ce que vous proposez. Hein. Pour moi, c'est vraiment la complexité et la mentalité générale, c'est vrai, pour l'entrepreneuriat. Et c'est quand même très bizarre. C'est pas trop l'ambiance. Alors, maintenant, dans un micro milieu parisien de start-upers et tout ça, c'est en train de devenir une norme. Mais dans la France concrète, large, vaste, est-ce quand on est à 100 km de Paris, qu'est-ce qui se passe? Là, on a vraiment beaucoup besoin d'entrepreneurs. Et je répète, cette définition d'entrepreneur, de gens qui vont s'intéresser à ce qui n'intéresse personne, aller réveiller un petit village, là, créer une épicerie dans
dans un village qu'on croyait mort. Moi, je trouve que ça, c'est plus glorieux qu'une appli sur son iPhone. Hein. Vraiment, des choses vraiment utiles, dont les gens ont vraiment besoin. Une citation de ton père, encore. L'esclave n'est pas celui qui a un maître, c'est celui qui ne peut pas choisir son maître. Toi, tu as choisi ta nouvelle maîtresse, l'économie de marché, donc avec ta boîte Stylic Force. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu finalement cette phrase et bien entendu l'économie de marché, quand tu nous dis qu'elle est ta nouvelle maîtresse, qu'est-ce que ça implique? Oui, alors déjà le fait de ne pas avoir de maître, c'est une abstraction. On en a toujours un, il faut le savoir. On est toujours l'inféodé de quelqu'un. Tout ça, c'est circulaire. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui dirige tout. Hein. On est un tous, réseau, des cercles. Voilà, non, c'est tout ça fait. Donc il y a forcément on a forcément des patrons, des choses qui nous dirigent. Et ben, on a par contre le fait qu'on soit pas esclave, c'est qu'on peut choisir ces choses. On peut dire voilà, je sais qui va être mon patron. Bah, mon patron, c'est moi, c'est mes points de vente qui décident d'acheter ou pas ce que je fabrique. Et puis évidemment, tu l'as dit, le caractère parfaitement génial de l'économie de marché. Et ça, on n'insiste pas assez là-dessus. Je crois que je cite le fait que Marx pointe que l'économie, alors lui il mélange un peu économie de marché, capitalisme et tout ça, il était d'ailleurs assez inexpérimenté lui-même. Hein. Autant Engels avait une fabrique, hein, lui c'était un pur intello. Et donc il dit oui, le capitalisme est la grande force révolutionnaire de l'histoire. Exactement. Elle a balayé les aristocraties, l'ordre établi, elle a mis de la richesse là où il y avait de la misère, elle a broyé tout, elle a mis des ports là où il y avait rien, elle a fait que des forgerons deviendraient milliardaires. Voilà, il considère, hein, c'est quand même un peu oublié hein, d'ailleurs, hein, son premier constat, c'est qu'il dit oui, l'économie de marché est une force révolutionnaire. Et après, reste à savoir aujourd'hui, et je pense que ce serait un point très important qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on dise qu'est-ce que l'économie de marché? Alors, je me permets de te citer. Oui. Entendons-nous bien sur la définition de l'économie de marché. Des citoyens libres choisissent et achètent librement, avec l'argent qu'ils ont honnêtement gagné, des marchandises à prix convenu et aux caractéristiques clairement identifiées. Ces marchandises doivent être issues de la collaboration volontaire entre individus libres. Tout ce qui s'éloigne de ce fonctionnement-là s'éloigne de l'économie de marché, qui devrait d'ailleurs s'appeler économie du libre choix. C'est un point, pour moi, c'est presque la grande... en explorant cette vie d'entrepreneur, j'avais pas prévu d'écrire ça, hein, mais en fait, il a fallu que je revienne aux basiques. Et j'ai dit, bon ben voilà, qu'est-ce que l'économie de marché? Qu'est-ce que cette économie du libre choix? Définissons-la. Et d'ailleurs, depuis le livre, j'ai rencontré plusieurs hommes politiques de premier plan, du genre qui passent à la télé. Je leur ai expliqué ça et ils ont pas capté. Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. C'est très étonnant. L'économie de marché, on vit dedans, quoi. On vit dedans en permanence, qu'on va acheter son pain et tout ça. J'ai dit, moi, mon obsession, et je la reprends dans mon deuxième livre qui est sorti l'année dernière, mon obsession, c'est qu'il faut définir les règles de l'économie de marché. Je donne une première proposition. Ouais. Et je dis, il faut le mettre dans la Constitution française. Il faut constitutionnaliser l'économie de marché. Pourquoi parce que ça fonderait la société, ça ferait un pacte commun. Voilà comment on doit gagner sa vie, en gros. Et ça, c'est une espèce de tabou, de choses implicites. On est implicitement dans une économie de marché, on n'est pas explicitement. Contrairement à l'URSS. Dans la constitution de l'URSS, tu veux dire la Russie ou l'URSS de la grande époque, si j'ose dire, communiste, hein, eh bien, l'économie de marché était dans l'économie
la non-économie de marché, si j'ose dire, était dans la Constitution, c'est-à-dire que les travailleurs mettent en commun les moyens de production, abolition de la propriété privée, et que des commissaires du peuple redispatchent en fonction des besoins des uns et des autres, avec tout le foutoir qu'on a pu constater. Et donc, eux, ils avaient mis donc l'économie communiste dans la Constitution, ce qui était la moindre des choses. Mais bon. Mais nous, pays d'économie soi-disant de marché, on ne l'a pas mis dans la Constitution. Pourquoi on ne l'a pas mis ? Parce que si on la mettait, il faudrait la définir clairement. Et si on la mettait et qu'on la définissait clairement, eh bien, on serait obligé de faire sauter toutes les magouilles qui entourent le libre choix, qui fait qu'une grande partie des revenus des travailleurs échappe au libre choix. Alors, j'aimerais revenir en même temps sur ce que tu as voulu faire passer en essence dans ton livre. Tu redonnes sens au mot, puisqu'on parle de l'économie du libre choix avec l'économie de marché. Toutes les inversions de valeur, en fait, on fonctionne avec un monde qui est à l'envers. Les phrases ou les concepts qui sont attachés à certains mots ont été déviés totalement de leur sens original. Originel même. Et c'est pour ça que tu parles de Marx, et j'aimerais qu'on puisse y revenir. C'est que c'est pas Marx tel qu'il a écrit son ouvrage, et pour l'instant, et certains pourraient dire, mais il n'y a pas mieux. Après, c'est qu'est-ce qu'en ont fait ceux qui ont lu et qui ont utilisé cet outil qui tout y est dans Marx. Le problème vient pas de... Quand on prend le Capital, qui est le grand livre de définition du socialisme, pour moi, ce que je dis, c'est qu'il ne vient pas de celui qui l'a écrit, mais de ceux qui l'ont lu. Moi, d'ailleurs, je dis, évidemment, je ne suis pas marxiste, au sens où on entend, je suis marxien. C'est pas moi qui ai inventé l'expression. C'était par la bande pour dire qu'on considère que l'analyse de Marx sur le devenir du capitalisme, en particulier cette idée géniale qu'il n'a jamais réussi à prouver, malgré des calculs qui étaient faux, c'est la fameuse baisse tendancielle du taux de profit. Ça, tout le monde peut le constater, la baisse tendancielle du taux de profit. C'est cette fameuse phrase du paysan, ça a eu gagné, mais ça ne gagne plus. C'est-à-dire que vous prenez un système, et bien vous allez voir, il y avait une concentration de capital, puis à un moment, ça ne rapporte plus rien. La preuve par plein de domaines qui périclitent. Comme pour tout, les civilisations, les êtres humains, des cycles. Et ça, je trouve ça vraiment génial, cette analyse. Là où je suis moins d'accord, c'est quand Marx, c'est les conclusions qu'il en tire, la mise en commun des moyens de production, qui est une idée magnifique, mais quel est le gros truc où il s'est planté, c'est qu'il considère qu'elle venait d'en haut et pas d'en bas. On est tous des communistes. On partage des choses. D'ailleurs, l'économie du partage telle qu'elle en est naître aujourd'hui, et c'est un communisme réalisé. Mais la grande idée, c'est que c'est un communisme qui vient entre les citoyens. Ce qu'on appelle le communisme vernaculaire, qui existait en Bretagne, par exemple. Celui qui avait fait une bonne pêche, il donnait du poisson à celui qui avait fait une mauvaise pêche. Il y a eu ça. C'est une idée très française. Cette collaboration, mais il fallait vraiment que ce soit une collaboration volontaire. Et ce que je reproche beaucoup au syndicalisme aujourd'hui, c'est qu'il est marxiste, alors qu'on avait des socialistes, si j'ose dire, tout à fait passionnants que furent Fourier et Proudhon, qui notamment parlaient de ces coopératives ouvrières. Et je pense que quand on dit oui, la France ne va plus bien depuis a raté une porte, depuis, on ne sait plus si c'est les années 70, 80, 90, ça bouge à chaque fois. Depuis que je suis né, ça fait 10 ans que on dit toujours que ça fait 10 ans qu'on aurait dû faire ci. Non, pour moi, la vraie rupture, c'est, je crois, en gros 1848, où on interdit les coopératives ouvrières. Où on interdit les ouvriers de se mettre ensemble et produire leur richesse et de se repartager leur richesse. Quelle bêtise! Je ne sais pas. Là, vraiment, les capitalistes d'aujourd'hui peuvent vraiment maudire leurs ancêtres
qui ont laissé faire une bêtise pareille. Quelle pression ils ont fait sur les gouvernements successifs pour que les coopératives ouvrières soient interdites. Ça, c'était vraiment une grosse stupidité, quoi. Et en même temps, puisque tu parles des coopératives, tu mentionnes justement les différents corps de métiers qu'il y a au sein de la société. Tu fais référence, par exemple, aux médecins, aux dentistes, aux notables, notaires, oui, etc. Et pour le coup, alors j'aimerais pour ça que je les cite, pour faire la distinction avec justement ces coopératives qui pouvaient exister. Quelle est la différence, ou quelle différence fais-tu entre justement des notables qui se réunissent entre eux pour défendre entre guillemets leur profession et puis des coopératives agricoles? C'est toujours ce problème. Avons-nous vraiment à faire une économie de marché? Par exemple, on peut parler des notables, on peut aussi parler des grands patrons, là, ces patrons surpayés et tout ça. Pour moi, le patron qui gagne 1000 fois ce que gagne un ouvrier et qui, à mon avis, ne vaut pas 1000 fois un ouvrier, c'est quelqu'un qui a été mal... il faudrait s'interroger sur le processus qui l'a amené au pouvoir. Or, on va voir que ce n'est pas l'actionnaire dans son intérêt qui s'est mis à surpayer. C'est, je pense, une sorte de cercle de copinage, un sérail, où on s'adoube entre soi. Et il faut bien comprendre que ceci est le vrai retour à l'Ancien Régime. C'est cette espèce de micro-aristocratie, cette aristocratie, moins les manières qu'ils pouvaient avoir, hein, ils ne sont plus du tout seigneuriaux, mais c'est ce fait que les places de patron ne soient pas sur le bon coin, c'est un problème. C'est un problème. Quand mettez-moi les annonces pour devenir PDG de Total sur le bon coin, puis on verra bien les candidatures. Donc, c'est pas comme ça que ça se fait. Et d'ailleurs, je pense que la gouvernance d'entreprise doit changer au sens où les actionnaires, je trouve, n'actionnent pas assez. Parce que moi, si j'étais actionnaire, j'aurais peut-être pas envie de plomber mes comptes des 10 millions d'euros pour le patron. J'aurais peut-être envie de les avoir en bénéfice, quoi. Donc, d'où sortent ces rémunérations? D'un dysfonctionnement de l'économie de marché, que les actionnaires ne font pas leur travail. Je pense honnêtement, on a vraiment des cas où les patrons ils sont surpayés. Là. Il y a l'histoire des parachutes dorés, bien sûr. ça. Il y a des cas, il y a des doutes. On peut se dire, oui, c'est un marché, diriger une entreprise automobile, c'est vraiment difficile. Beaucoup de stress et tout ça, il faut vraiment de compétences. C'est sans doute vrai, mais il y a aussi des cas où il n'y avait pas les compétences, pas le truc. La preuve par Tchuruk, celui-là, l'entreprise sans usine, il a fini par créer l'entreprise sans entreprise. Comme ça, c'est réglé. Ce que tu nous dis me fait penser à justement ces fonctionnaires au sein d'un gouvernement qui passent d'un ministère à un autre sans en avoir les compétences ou une spécificité dans le domaine en question, totalement néophytes, et ils arrivent. Comment peut-on régler des problèmes alors qu'on ne connaît rien au domaine concerné? C'est une vraie question sur la gouvernance. Est-ce que le fait qu'ils soient un peu experts juste d'organisation générale et pas du domaine pose question, évidemment. Tu mentionnes donc la distinction qu'il y a entre l'entrepreneur, toi, et puis donc l'affairiste. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Tu spécifies que l'entrepreneur est vraiment un générateur de vie, alors que l'affairiste, au contraire, c'est vraiment la mort qui la pulsion de vie contre la pulsion de mort. Ouais. Et puis l'affairiste, autre qualificatif que tu y as donné, c'est un rapport à l'illusion via le marketing. Alors le marketing, t'en fais... Tu flingues le marketing à un moment donné, on y reviendra, alors qu'au contraire, l'entrepreneur, lui, il est mais direct dans le réel. Et tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, tu dis voilà, quoi de mieux que de jouir de la vie en faisant ce que l'on aime et être payé pour cela dans le meilleur des cas. Et tu invites ceux et celles qui adorent jouer aux jeux vidéo, et notamment peut-être à Sim, ces mondes illusoires, bien sûr. Qui sont des mondes, il y a un terme bien spécifique pour ces mondes
qui sont générés par ordinateur. J'ai le mot qui m'échappe. Numérique, des mondes, des cybermondes. Oui, quelque chose comme ça. Mais je pense que les internautes auront compris là où on voulait en venir. Oui. Et que le jeu par excellence de Sim, Sim, S-I-M, le jeu SimCity, où on incarne un personnage, un homme, une femme, n'importe, et puis on construit sa vie avec une monnaie, un argent, enfin bref, comme dans cette vie présente, mais dans une vie, ça y est, je l'ai, virtuelle. Oui. Tu es en train de nous dire, mais l'entrepreneuriat, c'est le jeu, le grand jeu par excellence. Bien sûr. Moi, depuis que je suis entrepreneur, je joue plus. Les jeux de rôle et tout ça, mais j'en ai un toute la journée. Je suis dans mon jeu de rôle, j'ai un vrai score, c'est mon chiffre d'affaires et peut-être mon résultat, quoi. C'est passionnant, c'est hyper angoissant, ce qu'on dit, est-ce que je vais pouvoir payer mes charges et tout ça. Mais bon, si on prend quelques secondes de recul, c'est quand même le jeu absolu, quoi. Hein. Qu'est-ce que j'irais foutre avec un Monopoly? Mais non, là j'ai des vraies règles avec des vrais gens, des vrais clients, des vrais fournisseurs. Des vrais délais de paiement, une vraie trésorerie, c'est le jeu des jeux et du coup on peut suspecter les grands joueurs de s'abstraire, de faire ça pour compenser le fait qu'ils n'ont jamais cherché à faire de leur vie un jeu en soi, de créer des altermondes. C'est d'ailleurs passionnant que tu parles de cette réalité virtuelle, de voir que la moitié des ingénieurs informaticiens vont développer des mondes virtuels et l'autre moitié va faire de la réalité augmentée. Oui, c'est énorme. Hein. Eh ben, c'est quand même. S'il y a quelqu'un qui veut me dire, qui veut prouver que le monde technologique dans lequel on vit va un peu dans le mur, il prend ça. C'est-à-dire que d'un autre côté, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle si ce n'est de la réalité désaugmentée ou diminuée, quoi. On diminue la réalité et on la met dans un ordi, puis pendant les autres, ils font un tout pour que la réalité s'augmente. Donc, les jardinements, voilà, faut choisir, là, parce que là, on devient complètement schizo. Non, je pense qu'il y a une réalité, il faut être en prise avec cette réalité, le chaud, le froid, le goût, le contact avec les gens. Oui, ça m'intéresse, ça me passionne et je ne comprends pas que ça passionne pas plus de gens qui vont partir dans des altermondes là, alors que non, il y a vraiment des trucs à faire là maintenant, ramasser des papiers gras, ne serait-ce que faire, vous cherchez une occupation, un vrai jeu, vous prenez un kilomètre autour de chez vous, vous tracez et à chaque fois vous voyez un papier, ça peut être dans la fin, vous le ramassez, vous mettez dans un sac et vous posez votre sac à l'arrivée. Voilà, ça c'est du vrai jeu avec des vrais paramètres aléatoires, externes, sans technologie, sans toute cette fragilité finalement. Mais ces jeux-là, ils semblent un peu, pour beaucoup de gens, ils semblent un peu ridicules. Hein, bien sûr. En quoi tu considères que justement l'entrepreneuriat, et non pas l'affairisme, est vraiment révolutionnaire? Pourquoi penses-tu que demain, à l'image de Marx, puisqu'on l'a cité précédemment, demain, si le monde vraiment peut changer, c'est grâce aux entrepreneurs? Parce que l'entrepreneur, hein, une fois de plus, il va s'intéresser à ce qui intéresse personne, il va réinjecter de la vie, quoi. Hein. Pour moi, vraiment, l'entrepreneur, c'est celui qui arrive dans un village paumé, où tout le monde est en train de mourir et il rouvre une épicerie. Voilà, ça, c'est la classe, quoi. Et puis, pareil, moi, j'ai des racines en Normandie. On a une quinzaine de pommiers. À la Toussaint, je fais mon jus de pomme. C'est génial. Je finirai d'ailleurs par augmenter la production et en vendre. Ce serait mon but ultime. Mais surtout, voilà, il y a des pommes qui tombent. Elles sont traitées par personne. Elles sont sans zéro quoi que ce soit de pesticides. On n'a pas envie de foutre un rond pour les traiter. Et puis de toute façon, pour faire du jus de pomme, qu'il y ait un verre à l'intérieur, c'est aucun problème, bon, sauf pour les végétaliens stricts. Mais voilà, ça c'est passionnant de créer de la richesse, mais de la vraie richesse.
Moi, quand je passe une semaine avec ma petite presse à pommes, à ramasser les pommes, à les mettre et à pasteuriser mon jus, j'ai pas moins le sentiment de créer la richesse que quand je prends une commande de 3000 balles à un client en Belgique. C'est la même chose. Ce que tu nous dis justement sur la manière dont on peut changer le monde en étant entrepreneur. La création d'entreprise est un acte de révolte individuelle qui permet à nos démocraties de se tenir à l'écart de toute nouvelle révolution, fatalement violente et sanguinaire. Elle est la seule réponse historiquement éprouvée au sentiment d'injustice et d'aliénation du citoyen salarié qui sent qu'il perd le contrôle de sa vie. Le salarié révolté qui néglige d'entreprendre est la navrante contrepartie du patron qui sent très bien qu'il n'est pas fait pour diriger. D'après toi, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur ? Alors j'espère que non, parce que ça va être un gros bordel. Je trouve que d'abord les entrepreneurs ont besoin de collaborateurs. Je fais d'ailleurs le distinguo entre entreprendre et se mettre à son compte. Le but d'un entrepreneur, moi, on parle beaucoup de la loi travail en ce moment. J'ai un collaborateur. Mon rêve, c'est d'embaucher, de pérenniser c'est génial d'avoir des gens qui bossent pour soi. Je trouve que c'est... Et surtout s'ils sont contents de travailler pour moi et que je suis content de leur travail. Moi, je m'intéresse beaucoup en matière de relations de travail à la notion de collaboration volontaire. C'est-à-dire que c'est pour moi aussi une des 3 règles de l'économie de marché. C'est qu'à tout moment, je suis content, le patron est content de son employé et l'employé est content de son patron. Et ça, c'est possible dans tous les métiers. Il n'y a pas de métier, où cette magie ne soit pas possible. Je crois qu'à un moment donné, tu mentionnes justement que je me posais cette question, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur ? Et je crois que tu nous dis qu'il y a à peu près 20% de la population qui concrètement sont faits pour l'être. Je me trompe Oui, c'est bien le 20-80 qui me paraît fonctionner dans ce cas-là. Mais c'est dans la réalité, c'est pas ce qui se produit. On m'objecte, là, même encore très récemment, sur les réseaux sociaux, on m'a objecté que vous ne pouvez pas dire à tout le monde vous n'êtes pas content de créer votre boîte. Je dis pas ça. Je dis que si qu'on manque de patrons en France, en fait. Que le patron n'est pas l'ennemi, qu'il faut qu'il y ait plus de gens. Et ne me dites pas qu'il y a des gens qu'il n'y a plus assez de gens pour créer l'entreprise. Il y a des gens très compétents qui pourraient créer leur entreprise. Et quand il y aura plus de patrons, les salariés seront plus contents. Alors je m'explique. Ouais. Je pense que la vraie défense du travailleur, c'est hélas, je ne pense pas le syndicat tel qu'il est présent aujourd'hui. La vraie défense du travailleur, qui n'est pas content de ses conditions de vie, de travail et de salaire, c'est qu'il y ait quelque part un autre patron qui reconnaisse ses qualités fondamentales et qu'il lâche et qu'il embauche pour 5% de plus. Ça, c'est la vraie défense absolue, c'est l'anticorps absolu, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut plus de patrons. Et que je ne me réjouis pas, il ne faut pas tuer des patrons, il faut en faire naître, en fait. C'est un peu contre-intuitif. Plus il y aura de patrons, plus l'offre et la demande vont s'inverser et le salarié deviendra plus rare. Et tout ce qui est rare et cher, c'est une des morales de l'économie de marché. Donc, dans un monde où il y a un salarié pour 1 million de patrons, ce salarié, il est tout à fait logique que ce salarié c'est le roi, en fait. C'est le roi. Donc, plus on créera plus des salariés se mettront à créer leur entreprise, plus le prix des salariés restants augmentera. Donc la meilleure façon, si on veut vraiment aider les travailleurs, il faut devenir patron.
c'est contre-intuitif, une fois de plus. C'est pas non plus dans notre culture ni dans la morale usuelle, mais c'est comme ça que ça peut se passer, c'est tout à fait logique. Ouais, c'est ce que tu nous dis. Sans faire ici le procès d'une société où tout ce qui était directement et pleinement vécu s'est éloigné au profit d'une représentation virtuelle, où un néo-taylorisme mortifère a grignoté de bas en haut la presque totalité des fonctions professionnelles, j'estime que, pour au moins 20% des Occidentaux de notre époque, le coming out entrepreneurial est nécessaire, car il est le seul moyen de se rattacher à une espèce de vraie vie, une vie à soi. Oui, c'est cette réappropriation de l'existence qui me paraît un effet secondaire favorable de l'entrepreneuriat. Oui, oui. Comment t'envisages? Est-ce que tu n'estimes pas aujourd'hui, entre la crise de 2008 et les effets collatéraux que cela a, il n'y a qu'à voir un peu partout, je vois les boutiques qui ferment les unes après les autres, est-ce que c'est pas un peu un suicide que de se lancer dans l'entrepreneuriat au regard de ce qui se passe, de la conjoncture actuelle? Est-ce que tu estimes que le gouvernement soutient le fait d'être entrepreneur? Et si je pose la question, ce qui fait fonctionner un pays, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est les petites PME, les PMI, Oui. c'est eux qui font vraiment la richesse d'un pays. Or, cette richesse-là, on a le sentiment, en tout cas quand je vois la revue de presse économique, que c'est en train de s'effondrer et que la classe moyenne disparaît pour avoir d'un côté des très pauvres et puis d'un côté des très riches. Oui, oui, moi je partage l'opinion de ceux qui pensent que les inégalités s'accroissent en France. Oui, je vois des franges de la population se paupériser. Puis je vois aussi des gens avec des revenus considérables. Et ce qui me fait dire qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est quand je les approche d'un peu près, je suis très déçu par leur capacité personnelle. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui gagne 2 millions d'euros par an, soit quelqu'un d'absolument génial, quoi. Mais c'est pas le cas, ça peut être un gros con. Et ça, c'est signe qu'on vit une fois de plus, qu'on vit pas dans vraiment une économie de marché. Dans une vraie économie de marché, le gros naze, il gagne pas 2 millions. Voilà. Et il y a des anticorps qui font que ces actionnaires, en fait, on dit non, ce mec-là, il est trop nul, il coûte trop cher. On va aller tenter un petit gars là qui, voilà. Et donc l'apporteur, il a ses anticorps, mais on n'y est pas tout à fait. Une fois de plus, on ne s'est pas assez posé la question sur l'origine de la richesse. Il y a plus de théorisation du communisme que de théorisation de l'économie libre. Il y a très peu de théoriciens le capitalisme. Il y a cette force, c'est qu'il n'a pas de militants. Il n'y a pas de syndicats capitalistes, quoi, de syndicats peut-être des clubs un peu privés, mais il n'a pas il y a pas de cette lecture. Il se paye pas de mots, quoi. Il y a ce mouvement autonome, tandis que là, par contre, sur l'économie dirigée, il y en a des caisses et puis ça fonctionne pas trop. Puis donc c'est vraiment un paradoxe. Moi, je considère que le capitalisme extrême, tel qu'on peut le voir aux États-Unis par exemple, et le communisme extrême tel qu'on l'a connu dans le bloc soviétique, sont symétriques. C'est quoi le capitalisme? C'est du communisme privé. Et qu'est-ce que c'est que le communisme? C'est du capitalisme public. C'est-à-dire que il y a un monopole privé dans un cas, un monopole public dans l'autre. Il se fait que ça a historiquement un peu mieux marché pour le monopole privé, une entreprise avec monopole privé, parce qu'il y avait toujours un rebattement à la génération suivante. C'est passionnant d'ailleurs. Si on regarde maintenant des enregistrements faits à la fin des années 70, début des années 80, aux États-Unis, c'est un chroniqueur qui s'appelle toujours Donahue, qui faisait une espèce de talk show. Il invitait des gens c'est un peu le Capital de l'époque, quoi, mais en façon talk show avec un public. Et on voit quelqu'un du public insulter
l'hypermonopole des grosses entreprises américaines, c'est dégueulasse, ils tiennent le marché pour toujours. Et elle vous cite Kodak, elle vous cite IBM, enfin, elle cite des entreprises qui n'ont pas du tout l'importance qu'elles avaient à l'époque et elle les considère comme des choses immuables. Et c'est passionnant. Tiens, les noms qu'elle cite, oui, voilà, regardez, c'est ces salopards qui capturent toutes les richesses. Et en fait, Microsoft, par le mouvement du marché, IBM. Microsoft, IBM, Kodak, je te raconte pas. Et ça, c'est le côté positif pour toi, justement, de l'économie de marché. Ouais, l'économie de marché, même sous ses versions capitalistes, mais bon, on verra, même si parce qu'on considère que le capitalisme est une dérive de l'économie de marché. Alors, je peux donner la définition que tu en donnes. Ouais. Enfin, une des définitions. Le capitalisme est une forme obèse du libéralisme. Et tu nous dis, la création d'entreprise est la meilleure façon de lui faire de l'exercice. Voilà, c'est l'anticorps. C'est l'anticorps. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher, quand est-ce que ça va plus, le capitalisme? C'est quand le monopole, certaines boîtes, un peu la preuve par Google, ils ont les moyens de se créer leur précaré et de le protéger. Non plus parce que ce sont les plus forts, mais parce que c'est eux qui ont le plus de capitaux. Et donc, ils vont créer une barrière de capital autour qui fait que, pour créer un autre moteur de recherche qui fonctionne aussi bien, ils vont tellement bien protéger leur truc par la pub, par le lobbying et tout ça, que abstraitement, ils sortent de l'économie de marché à partir de ce moment-là. Oui, quand on veut tuer son concurrent, d'ailleurs, deuxième critère d'entrepreneur, c'est que le vrai entrepreneur, il aime son concurrent. Alors pourquoi ce paradoxe? Comment pourrait-il l'aimer? Eh ben, il l'aime parce qu'il sait que son concurrent, c'est la liberté, c'est son concurrent qui le stimule, c'est son sparring partner, on pourrait dire, que c'est la vie, quoi. On est content d'avoir des concurrents, qu'un vrai entrepreneur ne devrait jamais, il rêve de devenir le gros qui écrase tout, mais il ne devrait jamais s'en satisfaire complètement. Il devrait pas. Il devrait pas. Et là, il perd son âme d'entrepreneur au moment où il veut ratatiner tout le monde et puis et bloquer et se mettre à la tête d'un monopole. Il n'y a pas de monopole éternel, on l'a vu dans l'histoire. De toute façon, tu donnes dans ton livre l'exemple d'IBM qui est remplacé par Microsoft, avec par la suite Yahoo. Donc, quand bien même on a une vision illusoire d'un géant qui n'est qu'au pied d'argile, de toute façon, justement, cette liberté d'entreprendre permet qu'à un moment donné, parce qu'on a peu de moyens, en fait c'est ça que tu parles justement, non pas d'ascèse, on va y revenir, quelque part de se mettre d'une certaine forme de limitation des moyens que l'on a à pouvoir s'ouvrir, parce que c'est générateur de créativité, que cette créativité, c'est parce qu'on a bien étudié toutes les contraintes et que justement, ça génère de la liberté et donc qu'on puisse mettre en avant ce petit détail que celui qui a entre guillemets peu de moyens voit, alors que celui qui justement est gros ne voit pas. T'as tout dit. En fait, alors je suis venu après quelques années après ce premier livre, j'ai consacré un deuxième livre à la créativité. Je peux donner le titre. Oui, bien sûr. Mon rêve n'est pas d'aller ailleurs, et qui s'appelle Imprécis de créativité à l'usage des déçus du cannabis. C'est un titre un peu léger, mais qui est bien expliqué dans le bouquin. Et en fait, j'explique que l'hypercréativité vient de la privation des moyens. Et je considère que l'entreprise qui va chouchouter, qui va se créer une espèce de luxe, de moyens de développement, va, dans une sorte de justice, par une sorte de justice immanente, va passer à côté des grandes idées. C'est terrible. Il n'y a pas de contre-exemple. Il n'y a pas de contre-exemple. C'est les invasions barbares, si on peut considérer que l'Empire romain fut une entreprise. Il y a toujours un moment où ça foire, cette histoire, parce qu'on vit trop dans le luxe. Les acquis, on se repose sur les acquis. Voilà, on se repose sur les acquis, puis on fait des
des bêtises énormes, quoi. On symbolique du bulbe. Ben ouais, mais une fois de plus, je me souviens de ce qu'était IBM dans les années 80. C'était tout le monde disait c'est là qu'il faut travailler, la référence. Ils se sont fait laminer. Ils n'ont pas vu bousiller. Ils ont fait le PC, vous voyez, ils ont fait le PC à contre-cœur. Au bout d'un temps, les spécialistes rentrent dans une sorte de zone de confort, ce qui va discrètement anesthésier leur capacité de réaction, tandis que le petit gars, là, le fameux petit gars dans son garage, là, ben lui, il n'a pas ces états d'âme-là. Les grandes entreprises vont être victimes de leurs états d'âme, d'une espèce de déprime qui va s'installer, d'une espèce de surpuissance. C'est déprimant la surpuissance. On pourrait le psychanalyser. Je ne connais pas grand-chose, mais voilà, ça fait des dingues, quoi. Et donc, par cette justice immanente, le petit entrepreneur va saisir l'époque. La preuve par Apple, par exemple, et Microsoft. Moi, je cite abusément ces cas-là, mais ils sont tellement énormes. Et puis ils me sont contemporains. Je me souviens de ce que je faisais quand Apple est apparu. Donc c'est l'histoire de notre époque. Et puis on se dit ah là, ça y est, Apple et Google, ça s'est terminé, et Amazon, il ne se passera plus rien après. C'est toujours ce qu'on dit. Et là, c'est en fait, c'est quasiment au moment où on dit que c'est cuit, que quelque part est en train de s'écrire une histoire entièrement nouvelle qui va retourner le truc comme une crêpe. Ouais, cette histoire-là, je la trouve géniale, c'est ce rebattement des cartes à chaque fois. Alors, est-ce qu'on est dans une situation où le capital s'est tellement accumulé qu'il arriverait vraiment à créer une forteresse empêchant les nouveaux entrants? Ou alors en les incorporant. Alors, les incorporant, bon, alors l'entrepreneur qui vend sa boutique 4 milliards à Facebook, qui n'est pas non plus à plaindre. Mais oui, c'est la stratégie qui a fini par prendre les grandes boîtes, de racheter des boîtes plus performantes et plus petites. Bon, est-ce qu'ils vont réussir à créer ce glacis? Ce serait ma crainte, mais j'ai tellement le sentiment, confiance dans les règles intrinsèques de la vie, quoi. Et serait-ce que cette histoire de dinosaures qui disparaît? C'est quand la Terre peuplée de dinosaures, une pauvre météorite, on pense que c'est ça, hein. Tout le monde est à peu près d'accord, hein. Les dinosaures disparaissent au profit d'une petite souris. Le sang chaud, le sang froid. Non, mais j'adore cette histoire. C'est plein d'espoir. Et alors, il se fait que je reviens moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Union soviétique. Là, j'étais en Russie la semaine dernière. Et à contrario, cette espèce de chape de plomb pour faire rentrer l'économie dans une réalité scientifique et abstraite, cette histoire de commissaire du peuple qui décidait combien on allait fabriquer de chaussures droites et de chaussures gauches. Quel fiasco quand même. Quel fiasco. Tu nous dis le capitalisme, donc c'est un monopole privé, le communisme, un monopole public, et les deux sont vraiment contrarios, opposés à ce qu'est l'entrepreneur, qui lui est libre. Et de cette liberté, justement, génère un regain de créativité là où on ne l'attend pas, puisque pour avoir cette liberté, il s'agit de savoir observer, et observer les petites choses de notre quotidien, et ça on ne peut le faire que en étant en contact direct avec la vie réelle. Et pour toi, il est important de consommer local. Alors, ça fait référence au film de Colin Serrault, Solution locale pour désordre global. Et ton entreprise, depuis que tu l'as créée, donc, a été toujours tournée vers le fait de devoir faire travailler justement des Français, des salariés français, et de consommer local. Pourquoi cette vision-là? Comment est-ce que tu es arrivé à cette, logique? Alors ça, c'est cette histoire de produire local qui revient en gros à faire du Made in France.
Ça m'éclate que j'ai choisi cette voie-là, parce que quand j'ai fixé ce mini-dogme pour mon entreprise, on était en 95, et c'était les grands mouvements de délocalisation, c'était les années 90. Hein. C'était vraiment où massivement la production s'est orientée vers l'Asie. Créant d'ailleurs une source énorme de pouvoir d'achat pour les Français qui sont sur leur propre dos, dont les conséquences sont arrivées 10 ans plus tard. En fait. 10 ans plus tard que le fait qu'ils soient plus producteurs de leur propre richesse, c'est avéré à peu près dramatique et a laminé la classe moyenne d'un coup sec. Donc ça me passionne parce que c'est en 2012, au voisinage de l'élection présidentielle, que Simon de Bourg a lancé et Bayrou, c'est ça, histoire de France qui me paraissait une évidence. Moi, ça faisait déjà 17 ans que je m'y collais. Et là, ils sont venus en parler. Excuse-moi, je fais juste une parenthèse. Oui. Est-ce que tu avais eu l'occasion de voir ce documentaire, je crois que ça avait été diffusé sur M6, de ce jeune Français qui a décidé de ne vivre pendant un an qu'avec Made in France? Alors j'ai vu des extraits et c'est passionnant parce que ça faisait apparaître qu'il y a des choses qui n'existaient plus. À poil? À poil. Je crois que c'était la brosse à dents. Et ça, c'était un très, très bon instrument de mesure, ce film. Il a beaucoup marqué les esprits, à juste raison. Le fait est qu'une fois de plus, dans cette notion de jeu qu'on disait, se fixer une contrainte, une règle aussi démentielle que de produire en local, et donc de produire en France. On peut considérer que la France est toute petite par rapport au monde, donc c'est quasiment du local. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Au début, je l'ai fait un tout petit peu par idéologie. Et par culture familiale peut-être, mais j'ai fini par y trouver un plaisir énorme, parce que quand je vois les heures que je passe à optimiser le dessin de mes pièces pour que ça prenne moins de matière, moins de main d'œuvre, moins de trucs, que ce soit on crée vraiment des produits minimaux, quoi. On est obligé de créer des produits minimaux, et donc des produits optimaux d'une certaine façon, parce qu'on peut pas... On n'a pas un petit gars qui va vous mettre des vis dans tous les sens ou qui va vous souder des composants. Non, il faut aller droit à la fonction, à l'essentiel, à la suroptimisation, et du coup générer faire travailler son outil créatif, hein, qui est vraiment un muscle. Hein, c'est quand il travaille qui se développe d'une façon considérable. Et ça, je trouve ça génial. C'est ce qui a induit mon deuxième livre, c'est que à force de me fixer toutes ces règles, de respecter l'économie de marché, de produire en France, faire de la collaboration volontaire, pas de pub, voilà, faire une espèce d'entreprise bio, si j'ose dire, eh bien, ça m'a obligé à des efforts de créativité considérables, de suroptimisation permanente. Et ça, c'est génial, parce que ça transforme la tête, ça aide, à mon avis, à rester jeune. Enfin, c'est mon pari, à rester frais, quoi, à garder cette espèce de fraîcheur. Et que ça, c'est un bénéfice énorme. Si une forme de jouvence pouvait naître du fait d'avoir choisi des règles complexes, des règles de malade, genre en milieu des années 90, hop, je produis en France, alors que tout le monde était en train de faire le contraire. Je trouve que ça, c'est vraiment une histoire géniale. En même temps, la délocalisation a eu ça de positif qu'elle a permis, en Inde, par exemple, avec le système des castes, il y avait les parias, et bon nombre d'entre eux vivaient dans la rue, et l'économie de marché ou le capitalisme, je ne sais pas, là aussi il resterait à définir exactement qu'est-ce qu'on met derrière les mots, mais ont permis à une classe moyenne d'émerger avec la consommation qui va avec, et en même temps la même chose pour ce qui est de la Chine. Ce grand territoire qui était enfermé dans le communisme s'est ouvert, et quelque part ils ont eu cette intelligence de nous conquérir. Ah oui, je trouve ça, je leur en veux pas, hein.
c'est nous qui sommes allés les voir. C'est par le marché, en nous proposant des paires de baskets et des grippins à des prix imbattables, qui nous sont rentrés dedans. Et si on a peut-être aussi du point de vue de l'histoire coloniale deux, trois trucs à se reprocher, bon bah ça y est, là, on a ravalé, on a bien bouffé notre chapeau, quoi. Et c'est là où le marché est porteur de justice. Plutôt que de nous faire la guerre, ils nous ont vendu sans un coup de canon, quoi. Ouais, Sans exact. un coup de canon. Je me souviens du film des années 70, Les Chinois à Paris, là, de Jean-Yann. Histoire incroyable où des Chinois débarquent, envahissent la France. Bah, ils n'ont pas eu besoin, quoi. Pourquoi venir avec des canons alors qu'ils peuvent venir avec de la verroterie qui nous vendent à des prix imbattables. Et donc, je trouve que c'est très moral. Cette histoire est très morale de la Chine qui fonde sa richesse sur les anciens pays colonisateurs. C'est la morale absolue. C'est ce que tu nous dis. Le commerce est équitable par nature même. Oui. Je tiens beaucoup à cette phrase. Bon, on peut trouver quelque chose de louable dans le concept de commerce équitable, mais je n'aime pas trop ce terme parce que ça sous-entend qu'il pourrait ne pas l'être. Or, ce qui n'est pas équitable n'est pas du commerce. Je crois que d'ailleurs j'appelle le trafic. Ouais, alors tu donnes l'exemple de Nestlé ou de Marlboro. Dans le domaine précis du commerce équitable, il conviendrait d'inverser la charge du label. Comme Marlboro qui est sommé d'afficher fumée tue, Nestlé devrait indiquer sur ses tablettes « La culture de ce cacao ne rémunère pas toujours correctement les producteurs », jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Les produits équitables seraient ceux qui ne porteraient aucune mention. Cette dernière idée vous semble absurde et c'est normal. Dans un monde où tout est réellement inversé, l'idée raisonnable a toujours quelque chose d'absurde. C'est un fait que l'affichage, qu'on soit obligé d'afficher que ce produit n'est pas fait par des salopards, n'est pas tout à fait normal, quoi. Ouais. Le produit devrait être normal dans une vraie économie de marché. Le produit fait dans des conditions acceptables, il n'y a rien dessus. Et par contre, on oblige celui qui se comporte comme un salaud à dire qu'est-ce qu'il met dans son produit. Et les technologies de l'information vont le permettre. Le QR code, par exemple, là, la semaine dernière, suite il y a un scandale qui a eu un énième scandale sur les conditions d'abattage. J'ai fabriqué un QR code. Vous savez, c'est très facile de fabriquer un QR code. Je ne sais pas comment on fait. Tu vas sur Internet, tu prends une adresse. Et donc j'ai fait un QR code et je marqué à côté sur des étiquettes blanches. Si vous voulez savoir dans quelles conditions a été tué ce bœuf, flashez ici. Donc c'est des autocollants que les gens peuvent aller mettre dans les supermarchés sur les paquets de viande. Et donc on flash et on voit un abattage de bœuf. Eh bien, dans une vraie économie de marché, il y a un QR code sur les produits et chacun dit, regardez, voilà ma ferme, voilà où a été élevée cette poule. Bon. Mais là, c'est terminé. Ouais. Voilà la cage de cette poule. C'est vrai. Plus que, alors là, on est là à dire, il y a 3 sur l'œuf, donc, attendez, s'il y a 0 ça correspond à quoi bon, attendez. Ouais. Non, voilà le QR code, voilà mon élevage. La traçabilité le permet largement, la technologie c'est la face radieuse de la technologie, c'est qu'elle va permettre de rétablir de la transparence. C'est ce que je vous dis. Le marché est transparent par nature, là aussi. Ce qui est totalement opposé à la haute finance. La haute finance ne devrait même pas exister, donc les paradis fiscaux ne devraient pas exister d'après toi. Dans une économie de marché, quand on ne sait pas ce que devient son épargne, c'est que la règle de transparence entre l'offre et la demande de l'économie de marché, cette même économie de marché que je veux me faire mettre dans la Constitution, eh bien, elle rend le capitalisme financier repose sur l'opacité, évidemment. Ces petites grand-mères là ne veulent pas que leur argent qui cotise à l'UNICEF d'un côté, veulent pas que l'argent qu'elles ont sur
leur livret financent les plus grosses saloperies du monde. Je suis bien d'accord avec toi, d'autant plus que à l'heure actuelle, si les régions sont endettées jusqu'au cou, c'est parce que justement, bon nombre de fonds de pension se sont retrouvés investis par des communes, des régions. Enfin, c'est complètement surréaliste que l'argent du contribuable ait été mis comme ça au casino. Sans qu'on sache à qui, avec une espèce de magouille sur les taux, là, Ouais. c'est des contrats illisibles qui fait que le brave élu, il signait ça Ouais. Sans savoir ce qu'ils faisaient. sans savoir. Il y a une conséquence de cette espèce d'économie de marché dont je parle en permanence, c'est cette histoire de contrat. Savoir ce que j'achète. Pour moi, ces contrats de 15 pages quand on prend un abonnement de téléphone portable, c'est pas possible. Parce que c'est des contrats que personne ne lit. Ouais. C'est simple. Hein. Ouais, Je pense qu'il y a que des tordus. Il y en a, mais c'est des tordus. Quoi. Ouais. Le mec qui a 5 heures pour lire son contrat et surligner ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, il devrait y avoir une obligation de simplicité, inclus, exclu, et de pouvoir qu'un contrat de téléphone ou d'un engagement puisse être lu en 10 minutes par une personne de lecture normale et d'intelligence normale. Ça demanderait un effort juridique considérable sur l'écriture des lois, mais ce serait, enfin, je veux dire, on ne peut pas se satisfaire qu'on clique des conditions générales de vente, qu'on signe pas. Tout ça devrait être resymbolisé, repensé, appuyé sur un fond de loi qui lui-même serait issu d'une constitution où on définisse une fois pour toutes qu'est-ce que c'est que l'économie du libre choix. Aussi, pour toi, le marché est anonyme et il doit le rester. Ouais, alors ça, c'est très spécial. C'est très spécial parce que je m'intéresse beaucoup à la proximité et à l'anonymat. Dans cette phrase-là et dans ces abords-là, je frôle la contradiction, évidemment. Mais je vais défendre un peu mon idée. On doit savoir comment, mais on ne doit pas savoir qui, en fait. Alors, je vais l'illustrer Ouais. chez l'exemple. Ouais. C'est toujours un plaisir de penser que la baguette de pain mangée avec délectation par le plus raciste des citoyens est peut-être issue d'un blé meulé par un black. C'est ça qui est passionnant, c'est que quand il y a anonymat, la vérité apparaît. J'ai lu hier sur un blog que les femmes étaient des meilleures codeuses informatiques que les hommes. Et à condition que ce soit fait anonymement. Le recruteur est là et dit, bon, mademoiselle, madame, codez-nous telle partie de cette application. Il prend un mec, il va coder, il va choisir le mec au recrutement. Mais en aveugle, en fait, le code, parce qu'on est tous de mauvaise foi épouvantables, la femme est une meilleure informaticienne que le mec. Donc on devrait savoir comment, dans quelles conditions, mais on ne devrait pas savoir qui. Et on doit pouvoir faire les choses de façon anonyme. Ce qui est génial, c'est que je ne sais pas qui a produit cet objet. D'ailleurs, j'insiste beaucoup dans mon deuxième livre sur l'anonymat dans le monde du design, paradoxalement. Je considère qu'on devrait acheter un meuble de design indépendamment de sa signature. Ça ne fait pas l'affaire des grands designers internationaux. C'est sûr. Mais moi, ma prétention, c'est que je proposais un test qui s'appelle le test de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on met 10 tables, mais on ne dit pas qui les a faites. Un peu comme dans les concours d'architecture, je crois que ça se passe comme ça. Et donc, où les citoyens ne sont pas influencés par l'effet de halo autour de celui qui l'a fait. Et ils ne choisiraient évidemment pas les tables des grands designers qui sont trop chers et qu'ils n'aiment pas trop, mais comme c'est un grand designer qui l'a fait, ils vont les choisir. Moi, je ne dis pas que Philippe Starck, qui est la bête noire de tout designer français, est un bon et un mauvais. Je dis juste que dans une situation anonyme, je ne suis pas sûr qu'il tiendrait le coup. D'ailleurs,
Les collections de Picasso sont gigantesques. Toutes les œuvres ne sont pas bien connues du grand public. Bon, il y en a certaines que je foutrais place du Tertre, hein, avec un gars là, qui est avec son pinceau, c'est moi qui l'ai fait la semaine dernière, et personne n'achèterait son Picasso. Oui, j'en suis convaincu. Il y a que la notion du double aveugle. Donc c'est très important. J'achète pas. C'est quoi anonyme? J'achète pas parce que c'est mon pote. J'achète parce que ça me plaît. Parce que ça me plaît. Et ça, c'est révolutionnaire. Et donc, c'est compliqué parce que je parle de transparence et d'anonymat. Comment il peut y avoir anonymat et transparence? On doit savoir comment, mais on ne doit pas savoir qui. Une économie saine, c'est une économie dont on achète les choses indépendamment de celui qui les a faites et pas parce que telle personne issue d'une communauté, par exemple religieuse, qui me paraît un grand scandale. C'est stupide d'aller chez un horloger catholique parce qu'on est catholique pour faire réparer sa montre. Je lui fais combien? Ça, c'est anti-marché, quoi. C'est anti-marché. On doit choisir les choses indépendamment de la nature de qui l'a fait. C'est la force de cette économie toute nouvelle qui a en gros 200-300 ans, qui est l'économie de marché. C'est sa grande nouveauté, c'est qu'on choisit librement, indépendamment de la confrérie, du cercle, du guild, de ceux qui l'ont produit. Des influences qui sont encore une fois issues du marketing. Voilà, des influences hors produit. J'achète le produit pour ce qu'il est. En dehors de tout fétichisme, en dehors de toute préférence communautariste, ça c'est super important. Et donc il faut absolument garder ces règles, mais une fois de plus, il faudrait les graver dans le marbre. Autre élément par rapport à ça, j'aimerais que tu puisses nous expliquer, puisque tu fais une boîte, les internautes ont compris, tournée autour du design, où tu mets en avant donc des objets qui peut-être sont déjà sortis sur le marché il y a de ça 10 ou 15 ans, mais ils n'étaient pas dans l'air du temps, comme on dit. Toi, au contraire, tu mises justement sur certains de ces objets en disant ça me plaît, tout simplement. Oui. Et tu fais notamment appel alors des stagiaires, des bénévoles, enfin toutes sortes de personnes passent par chez toi. Et j'aimerais que tu puisses nous parler de la manière dont tu apprends à tes stagiaires qui ont soi-disant une bonne idée, comment être confronté à la réalité. Alors d'abord, je précise que je paye toujours mes stagiaires. J'ai pas de oui, non, mais bénévoles. c'est marqué. Je peux pas toujours payer beaucoup d'argent, mais je fais en sorte que tout travail mérite salaire. C'est vrai que je recrute, j'ai affaire à beaucoup de candidats issus du milieu du design qui par nature ont tous les quarts d'heure, j'ai ce défaut aussi, le sentiment d'avoir eu l'idée du siècle. Et c'est là où j'utilise, puisque j'ai mon atelier, puis à l'étage j'ai créé un magasin qui est ouvert au public, je me sers de cet atelier comme purgatoire au sens économique du terme. C'est-à-dire je mets si un designer me dit ce produit est génial, je dis on va faire un prototype le plus propre possible, on va le mettre en vitrine avec un prix dessus et on va attendre que ça se passe. Et ça c'est génial parce que la relation patron-employé elle disparaît. On n'est pas face à face, on est côte à côte face au client qui est de l'autre côté de la vitrine et ce qui va pousser la petite porte, sortir son billet de vin pour acheter la bestiole. Et ça, j'adore. Ça, j'adore parce que une des forces de l'économie de marché, c'est la suppression de l'arbitraire. De l'arbitraire. Ce que je déteste dans le monde, dans les mauvais systèmes économiques, ce que je déteste dans le communisme, révolutionnaire au sens venu d'en haut et dirigé, c'est cette notion d'arbitraire qui va décider que voilà, on va plutôt sortir des paires de chaussures que ça.
Le marché fondé sur une moyenne du libre choix de millions d'actes d'achat, de milliards d'actes d'achat, va moyenner tout ça et c'est terminé l'arbitraire. C'est terminé. C'est pas je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis trop fort, c'est trop fort. On va mettre ce produit-là, on prend son coût de revient multiplié par le bon facteur, on le met avec le prix et on attend que ça se passe et on disparaît. Et on laisse le client exercer son libre choix sur le produit. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que, une fois de plus, ça flingue l'arbitraire. Et puis on voit, même pour une carte postale, c'est un exercice assez facile à faire. On fait une carte postale, on prend quelques photos de sujets qui nous plaisent ou un texte drôle, plus ou moins bon goût. Hop, Photoshop, hop, on en imprime 3 exemplaires chez le photographe du coin. 1 € la carte postale. Eh bien, il y a des cartes postales, au bout de 3 ans, 4 ans, on n'a toujours pas vendu, on en avait 2 on avait 2 exemplaires en 2013, on a toujours 2 exemplaires en 2016. Et puis il y en a dans le premier quart d'heure. Ah, c'est marrant ce truc-là. Voilà ma pièce d'1 €. Et je trouve que c'est le franchissement de l'abîme, c'est un moment merveilleux. Moi, je vois des gars en BTS, en première année, ils ont le bon petit niveau qu'ils ont sur les moyens de production graphique. Ils font leur carte postale à 1 €. On le met sur la table avec un prix, quelqu'un rentre, l'achète. Le gars ou la fille, il se décompose, quoi. Quelqu'un a choisi librement l'objet de son travail. C'est génial, ça vaut toutes les légions d'honneur, tous les CDI du monde, ce truc-là. C'est que j'ai réussi à rentrer en communication avec mon prochain, mon client et mon prochain, presque au sens biblique du terme, et qui a choisi d'investir l'argent durement gagné. 1 € faut pas l'oublier, pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est environ 10 minutes de travail. Donc c'est pas que dalle. 10 minutes un peu plus, 5 minutes de travail. C'est pas que dalle, 5 minutes de travail. J'achète ça, oui, ça c'est top. Et c'est ce marché, ce caractère purificateur du marché qui va supprimer l'arbitraire, qui va faire qu'on est vraiment dans la démocratie économique totale, avec non pas une élection tous les 6 mois ou tous les ans, mais une élection toutes les 30 secondes. Ça, pour moi, ça reste quelque chose auquel on est habitué, qui a été fourvoyé, qui a un peu dégénéré, mais qui est quand même grandiose et qu'il faut sauver. C'est l'économie du libre choix. Je vous rappelle avec nous aujourd'hui Nicolas Trub, T-R-U-B, Utrema. B. Ma retraite à 29 ans, un précis de création d'entreprise à l'usage du salarié. C'est aux éditions Michalon, M-I-C-H-A-L-O-N. Nicolas, on va faire une première pause et puis on se retrouve pour les internautes d'ici quelques instants. À tout de suite. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute d'IM Média et que c'est bien entendu l'émission Quantique Planète.